Salut Adrien. Bonjour Sophiora. Attends, je parle moins fort parce qu'on a vu que ma voix prenait plus de décibels. Non, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Ça y est, j'ai mon petit thé à la vanille, merci. Je t'en prie. Je le saurai pour la prochaine fois. Voilà, surtout par église. On a bien compris. Par glissement. Voilà, surtout par glissement. Bonjour Adrien. On vient de le dire, non? Tu avais besoin de le dire deux fois? Peut-être, ouais. Peut-être. On rentre direct dans le vif du sujet. On va déjà peut-être exprimer aussi peut-être une présentation de l'état émotionnel ou du thème aujourd'hui. Ok, je te laisse. Tu me laisses tout faire? Vas-y Adrien, je te laisse tout faire. Non, oui, parce qu'on discutait comme d'habitude juste avant le podcast qui commence. Oui, on perd déjà 30 minutes. Au moins. Au moins. Mon état émotionnel aujourd'hui, excellent. Beaucoup de joie, beaucoup d'envie. Aujourd'hui de faire ce podcast aussi. Ouais, grave, moi aussi. Très déterminé aussi, parce que du coup, comme j'ai eu l'occasion grâce à toi d'entendre les précédents, une meilleure appréhension de comment les choses peuvent être peut-être améliorées, optimisées. Bon bah cool, on n'a pas parlé de ça avant, mais on pourrait. Donc le thème aujourd'hui, ou tu veux te présenter déjà ton humeur aujourd'hui? Bah écoute, je vais présenter mon humeur puis on lancera le thème ensemble. Ouais. J'arrive pas à analyser mon humeur. Ce qui est bien avec moi, c'est que t'as toujours du boulot en fait quand j'arrive. T'arrives pas à l'analyser alors que tu m'as dit au contraire que tu te sentais bien. Ouais, non, je suis dans la joie, mais en fait comme il y a un élément qui me perturbe dans tout ça, je suis partagée. Je suis en stress. Non, c'est pas une émotion, si. Mais... Alors c'est lié à des émotions. Ouais. Et de fait, l'explication de la source du stress, elle mériterait un regard sur quelles sont les émotions qui y sont liées. Ok, alors je suis mi-joie, mi-inquiète, mi-stress. Donc c'est un mélange de joie et de peur. Ouais. Qui a été adouci quand même là, il y a quelques minutes par la réception d'un message de ma mère, mais... Ok. Mais on va voir, on va parler de ça juste après que tu aies annoncé le thème du jour. Alors le thème du jour, c'est le langage émotionnel du corps. Voilà. Ce qui va être aujourd'hui la proposition, c'est une discussion autour d'éventuellement ce que toi tu peux définir, ce que je peux définir de mon état. C'est pas un listing que j'aurais beaucoup de mal à faire, que ce sera pas forcément vrai non plus d'ailleurs. Admettons d'imaginer que chaque zone du corps puisse être plus ou moins interprétable et qu'on ait des symboliques tout de suite immédiates à offrir. Pas tellement comme ça que j'appréhende les choses. Ah, je suis déçue. Okay. Parce que ce listing-là, si tu veux, pour moi, il est intéressant pour ouvrir la perspective qu'effectivement le corps ait une forme d'interprétation ou puisse être interprétable. Mais je trouve que la vérité de chacun, comme elle est extrêmement différente ou disparate les uns des autres, c'est très délicat de conclure parce que les gens vont dire là je me reconnais pas ni dans la formulation ni dans la localisation. Est-ce que vraiment du coup c'est ça? Et c'est pour moi dommage. C'est dans la réflexion en fait que ça se passe. C'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'accepte d'interpréter, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est cette analyse profonde qui peut permettre de déterminer que ça a l'air d'être à ça, ce qui se passe dans le corps. Après on peut conclure qu'il y a certaines zones qui réagissent fortement, par exemple au stress, ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que comment toi tu le ressens, qu'est-ce que ça te fait, et là il y a un langage émotionnel qui est plutôt métaphorique dans le sens j'ai une image de ce que je ressens, et ça c'est beaucoup plus parlant parce que c'est très individuel, c'est très personnel, et c'est parfois même d'autant plus probant que c'est ton inconscient qui te parle quand tu acceptes de lire ce que ça représente. Cool. Qu'est-ce que tu ressens par exemple là? Tu as un mélange de joie qui est un état général ces derniers temps, mais une petite période de stress en même temps. Alors j'ai un mélange de joie parce que je me trouve assez alignée ces derniers temps. Enfin, j'arrive facilement à faire mon travail quand mes émotions arrivent, quand mes croyances arrivent, à les identifier et à les accepter et à les laisser passer. Donc je me trouve vachement plus posée qu'avant. Ouais. Mais c'est agréable. Ouais. Je plane. Nouveau. Un peu, mais tu vois, depuis qu'on se connaît, c'est crescendo. Voilà, donc c'est de plus en plus agréable, je dirais ça. Mais je l'ai pas vécu comme un truc nouveau, je l'ai vécu comme un truc comme une fleur qui pousse. Ouais. On aime cette image. Et là, j'ai une très mauvaise nouvelle ce week-end. Donc je vais en parler, parce qu'on n'a pas de... En fait, mon cousin, dont je suis très proche, qu'à mon âge, il a eu un accident de ski.
la semaine dernière là où il était au ski, bref, peu importe. Et en fait, il a fait un petit trauma crânien, il a été hospitalisé à Grenoble. Des infos que m'ont transmis ma famille, soi-disant il n'y avait rien, etc. Et en fait, si, c'était quelque chose de visiblement hyper important. Il est tombé dans le coma vendredi, il a été opéré en urgence samedi matin, ils n'étaient même pas sûrs qu'il se réveille. Et là, ma famille qui est dans l'hyper émotionnel, on avait déjà organisé les funérailles de mon cousin, tu sais, ils t'appellent, ils sont en pleurs, ils hurlent, ils sont très... déjà, ils sont latins, donc ils sont très expressifs, j'aime pas les clichés, mais ça va bien avec le cliché du latin, tu sais, un peu... comment ça s'appelle ce film-là Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup de... Donc, montée d'adrénaline, montée de stress, montée de panique... Et puis, comme tu le sais si bien maintenant, je suis dans le contrôle. Et là, je peux pas être dans le contrôle, en fait, du tout, de la situation. Et mon cousin, c'est quelqu'un dont je suis très proche. J'ai eu une relation fraternelle avec lui pendant des années. Puis le temps, le temps, les idéaux, la vie... Il est plus grand que toi, ou plus petit ? Il a 1 an moins que moi. Ouais, okay. On est pratiquement du même âge, quoi. Et en fait, déjà, ça a fait ressortir la culpabilité parce que ces dernières années, on n'est plus du tout dans la même proximité. Ensuite, ça m'a fait ressortir la peur de perdre les gens que j'aime, forcément, d'une manière très, très violente. Et ça me fait revenir des crises d'angoisse le soir parce que ça doit réveiller un truc chez moi, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et si on doit l'identifier sur le corps, là, ça part en live de partout. Ça va bien avec la carte qu'on a tirée tout à l'heure, en fait. Je suis pas du tout centrée, comme tu peux le voir. Je suis... Cette perception-là que tu es en train d'essayer de définir, c'est quoi ça part dans tous les sens ? Comment tu le... Déjà, j'ai les mains qui tremblent, c'est terrible. Je me sens hyper vide au niveau du cœur. Donc tu poses la main à plat sur la zone du thorax, ouais. Sternum, et tu te sens vide. Ouais, terrible. Ok, traduis-moi le vide pour toi là. Comment tu te le représentes ? C'est quoi comme genre de vide ? C'est un trou. Il y a un trou là. Mais un trou qui a l'air d'être remplissable ou infini ? Non, pas du tout. Un trou infini en apparence. Un trou infini, ni sombre ni lumineux, un vide, quoi, un creux qui se termine jamais. Alors, si c'est vide, infini, c'est probablement pas lumineux, mais c'est probablement obscur. Ouais, il y a un côté obscur, ouais. Obscur de la force, ce que tu veux, mais... Parce que cette notion de trou infini, c'est effectivement la représentation que, quoi que je fasse, j'arriverai jamais à retrouver ce que je crois avoir perdu. Et il y a une notion angoissante là-dedans. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. C'est comme si je voyais pas le fond du trou, puisque je ne sais pas ce qui va se passer pour mon cousin. Alors là, ça a l'air d'aller mieux, mais il surveille vraiment son cas de près. Pour le moment, il peut pas bouger. Puis mon cousin, c'est un type qui est toujours hyper sportif. Alors, hyper sportif. Les gens vont rigoler s'ils entendent ça, parce que c'est pas non plus... mais voilà, c'est un bon vivant, quoi, un épicurien. Il aime la vie, il aime sortir, il aime se promener, il aime faire plein de choses. Et là, de le savoir comme ça, je supporte pas. Tu vois, je m'enlève tout le vernis sur les ongles, je m'arrache les peaux, j'ai pas de contrôle, quoi. Il y a des signes de nervosité. Alors, l'idée, c'est que tu voudrais contrôler quoi si tu remarques que t'as pas le contrôle ? Qu'est-ce que tu voudrais contrôler ? Je voudrais être docteur, avoir le pronostic exact, comprendre. Je voudrais être là-bas. En fait, comme il est à Grenoble, donc il est pas à côté, j'ai pas d'emprise. C'est horrible le mot emprise d'ailleurs. J'ai pas de contrôle. Sur quoi ? Surtout sur le corps médical. Si je pouvais l'opérer, je l'opérerais. Je déteste là en fait. J'ai pas de contrôle. Sous-entendu, tu ferais mieux que ce qui a été fait ? Ouais, non, je pense pas. Dans les faits, non, on est d'accord. Non, mais cette volonté-là, elle est naïve dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que tu voudrais. Je voudrais le protéger. Ouais. C'est mon cousin, je l'aime trop. Ouais, ok. Là, je vais chialer. Bah oui. Mais comme je sais qu'on m'enregistre, je me retiens. Pourquoi ? Non, je suis pas gênée de pleurer, mais il y a une partie inconsciente de moi qui me dit ne pleure pas en public. Mais je la trouve inutile, cette partie-là. Est-ce que ça t'intéresse éventuellement d'être inspirante pour d'autres personnes qui seraient dans le même cas que toi ? Oui, bien sûr. Parce que du coup, si tu commences à apprendre à te contrôler, que tu te contrôles même dans le podcast,
il y a une invitation qui ne peut pas se faire pour d'autres personnes qui vont éventuellement se reconnaître là-dedans. La situation sera évidemment différente pour certaines personnes qui entendront ça, mais qui auront la sensation quand même de cet espace vide en eux. Oui, Et du coup, comment on fait quand on a un espace vide si toi, lorsque tu es confronté à ça, tu ne manifestes pas la solution éventuelle? Non, mais si je dois chialer, je vais chialer, mais tu sais très bien que j'ai un blocage pour faire venir mes émotions au début. Non, je comprends pas le terme pour les faire venir, c'est les accepter. Les accepter, ouais. Parce que tu peux pas vraiment choisir de les faire venir, si ce n'est choisir de les accepter. Et du coup, l'idée que aller le voir, apporter ton aide, faire mieux que les médecins, maîtriser, contrôler la situation, qu'est-ce que tu refuserais de la situation telle qu'elle est? Parce que la peur, elle est toujours liée à quelque chose qu'on ne veut pas voir en face. J'ai pas envie que mon cousin meure, quoi. C'est terrible. J'imagine le pire et j'essaye d'être positive. Je dis à tout le monde qu'il faut être positif, qu'il faut avoir la foi. Tu sais que je suis hyper croyante. Mais être positif pour éviter le pire. Bah ouais. Ok, mais si tu peux pas l'éviter. Mais c'est inenvisageable pour moi, Adrien, vraiment. Je comprendrais pas. Pour moi, ça me paraîtrait tellement injuste. Il a 37 ans. C'est une belle personne, c'est un nounours, il a un cœur énorme, c'est une personne fabuleuse. Je veux dire, c'est horrible ce que je vais dire, c'est débile, c'est les trucs qu'on dit qui sont cons, qui n'ont aucun sens, mais il y a tellement de pourriture sur Terre qui résistent, tu vois, comme des mauvaises herbes et qui vivent très longtemps. Donc non, je supporterai pas. Même si j'ai des croyances qui font que pour moi, la mort, c'est qu'une porte vers autre chose, etc., physiquement, il serait plus là, quoi. Voilà, c'est que probablement ta croyance, elle n'est pas complète. Parce que tu n'y crois qu'à moitié. Il y a d'abord l'absence physique. Ouais, non, j'y crois en entier, je parle avec des morts. Mais si tu y crois en entier, ils te quittent jamais. Oui, mais alors ça veut dire que je l'aurais pas embrassé, que je lui aurais pas fait un câlin, que je l'aurais pas entendu rigoler une dernière fois. Je peux pas, c'est inenvisageable. C'est bon, moi j'ai pleuré. Que la résistance, elle est plus douloureuse que l'acceptation de ce que tu ressens. Oui, bien sûr, bien sûr. Confronté à l'idée que potentiellement il soit plus là, en ayant quand même la considération que ce que tu exprimes, que finalement après il y a quelque chose de plus vertueux, ce qui est une croyance, on n'en sait rien, mais en même temps ça t'aide à mieux vivre la situation. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors je dirais pas qu'après c'est plus vertueux, mais je dis que il n'y a pas d'après. Pour moi ça se termine jamais. C'est comme une plante qui meurt, elle vient renourrir la terre. Nous on est pareil. Enfin, dans mon système de croyance, notre âme elle va aller choisir un autre endroit pour vivre. C'est une croyance. C'est une croyance. On n'a pas de preuve chacun l'un à l'autre de nos croyances telles qu'elles sont. C'est juste des estimes. En revanche, si elles te permettent de mieux vivre la situation, est-ce que tu en profites ou non? Parce que finalement, il va partir potentiellement physiquement. J'ai peur qu'il le fasse. Et que si par ailleurs ma croyance me permet d'envisager quelque chose de plus vertueux derrière, pourquoi est-ce que je souffre de la situation pour autant? C'est que physiquement, c'est plus important qu'il soit là. Ouais. Qu'est-ce que ça remplit quand il est là? La joie. Ça remplit là, le cœur, quoi. T'as des souvenirs avec lui? Ouais, plein. Des souvenirs agréables. Mais attends, on dirait qu'il est mort alors qu'il est réveillé et tout. Non, je te manifeste, c'est que sa présence physique n'enlève rien à la présence et la trace d'amour qu'il laisse. On est d'accord. Et qu'il reste ou qu'il parte, cette trace persiste. Et j'ai du mal avec le détachement. Des gens. J'ai toujours peur de les perdre, donc... Mais tu parles de perte physique. Ouais. Alors que tu crois en même temps qu'ils ne partent jamais vraiment. Oui, c'est débile. C'est pas débile. Non, c'est contradictoire. C'est ambivalent, c'est paradoxal. C'est-à-dire que tu as une considération pourtant vertueuse et en même temps tu gardes l'idée où tu négliges le fait que c'est d'abord physique le plus important pour toi. Mais là ça a réveillé un truc en moi, je sais. Là, ce qui s'est passé, ça réveille un truc, une de mes peurs. La peur de beaucoup de gens, quand même. Parce que la peur de la mort, c'est un grand thème dans le sens où on n'ose pas se confronter à ce que ça représente. Parce que c'est soit notre propre mort qui nous inquiète, donc la peur de la souffrance éventuellement, soit la peur des autres, la peur de l'absence des autres. Ouais, c'est ça. Et donc cette considération-là, elle existe depuis longtemps. Tu sais, ça réveille ton envie de faire des messages aux gens que t'aimes et de leur dire que tu les aimes. Donc il y a quelque chose de vertueux qui pourrait ressortir de ça. Alors ça te donne envie, tu l'as fait? Merde.
Bah, je l'ai fait à pas mal de gens, mais bizarrement pas à la personne que je prétends le plus aimer. Donc il y a une problématique, tu vois. Ok. Tu partagerais qui est la personne que tu prétends le plus aimer? L'homme que je suis censée le plus aimer. Qui est? Bip. Je comprends pas, parce que si tu veux l'homme que tu es censé le plus aimer, c'est aussi l'homme qui te fait le plus souffrir. Si c'est bien celui dont on parle. Ta-da-da. On va lui souhaiter de pas écouter mon podcast. Parce que tu t'en es pas encore détaché du coup. Non. Bah si. Bah justement, j'imagine que si, puisque je ressens pas le besoin de lui dire. Oui, mais tu viens d'exprimer que visiblement il y a quelque chose qui est le plus... Qui disparaît. Ok. Idéalement, le moins possible de ce que tu as l'air de dire comme de plus à dire pour lui. Ça me soulage presque, hein. C'est terrible pour moi d'admettre ça, parce que ça voudrait dire que je me suis trompée pendant tellement de temps, mais... Combien de temps tu parles là? Je sais pas ce que tu sous-entends par ta... On va pas le dire là, je veux pas que les gens sachent. Mais longtemps en tout cas. Ça se compte en années. Et là, le fait de t'être confronté à la perte éventuelle du cousin, avec les notions que finalement une peur c'est souvent quelque chose qui n'est pas confronté, qu'on va pas regarder en face, avec cette sensation que tu décrivais au départ, est-ce que ça allège un petit peu la sensation? Est-ce que ça persiste, cette sensation de trou infini? Non, c'est cool, là je le sens un petit peu plus avec moi. C'est-à-dire que là, ce qu'on pourrait essayer de traduire, c'est que finalement nos peurs en général ne sont pas confrontées, on les regarde pas en face. Ne les regardant pas en face, on va générer dans la sensation corporelle le plus atroce dans la sensation, peu agréable, quelque chose qui nous fait perdre la joie, grignote en tout cas cette joie-là, la perception de joie. Et en fait, en s'y confrontant, qu'est-ce qui se passe? L'image change. L'image change et le corps change. Et la sensation corporelle change. Et du coup, là, si tu estimes, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans tes sensations, mais si tu es la seule à pouvoir les décrire, si l'aspect de trou noir change dans ta relation à ton corps, qu'est-ce que tu gagnes si jamais ça s'allège? La tranquillité d'esprit, enfin, c'est pas le mot que je cherche, de la sérénité. Qu'est-ce que physiologiquement semble s'améliorer? Mon rythme cardiaque. Ok, donc il y a quelque chose qui est potentiellement en lien avec le rythme cardiaque lorsque tes émotions sont aussi importantes, aussi intenses, et pas dans la meilleure option qui soit. Ouais. Parce que, encore une fois, la notion de trou noir, si ça touche le cœur, il y a quelque chose qui semble arrêter le cœur. Toute peur est liée à un danger de mort. Et c'est bien pour ça qu'on n'y va pas. Oui. C'est-à-dire que là, on pourrait estimer que du coup, ton corps génère une peur par rapport à la peur de perdre quelqu'un. Donc la perte de quelqu'un pourrait être interprétée comme ma propre mort. Qu'est-ce que t'es sérieux? Il est sérieux, je l'ai en face de moi, je vous jure, il est super. En fait, je suis sérieux parce que je fais attention à ce que je dis justement, parce que je me rends compte en même temps que, ayant en mémoire les autres podcasts, je fais attention aussi à la formulation pour que les choses soient le plus claires possible. Et plus je fais ça, moins je me sens clair. Donc, c'est pour ça que arrête de penser aux autres podcasts alors. Oui, justement. Pour l'instant, en l'exprimant, justement, j'essaye de lâcher l'information. Comme le premier podcast que les gens n'entendront probablement pas parce que tu l'as pas enregistré. Parce que j'étais pas satisfaite, j'avais pas le contrôle. Et que ce premier podcast, je te disais justement que les 10 premières minutes, j'étais extrêmement stressé. Justement par une pression que je me mettais, quelque chose qui me mettait justement en difficulté. Reconnaître ce que tu ressens, même si ça te plaît pas, est déjà une vertu parce que ça a potentiellement la possibilité de faire évoluer la perception des choses. C'est pour ça qu'une peur, une fois qu'elle est exprimée, et la métaphore que j'emploie souvent et très souvent avec les parents pour expliquer comment aborder une peur avec les enfants. Ah, c'est intéressant ça. Parce que beaucoup d'enfants, et je crois que c'est très légitime, c'est physiologiquement tout à fait normal que les enfants aient peur du noir. Sauf que la peur du noir, chez les enfants, s'exprime de différentes manières. Soit c'est purement une peur du noir, pour ne pas voir qu'il y a une autre peur qui se manifeste, souvent illusoire, mais il va y avoir des peurs du loup, des peurs du monstre, des peurs X ou Y. Moi, c'est du loup, là, en ce moment. La petite dernière, c'est le renard. Bon, à ton avis, dans la peur du renard, qu'est-ce que le renard a l'air de pouvoir faire? La manger. Donc, il y a un danger de mort. Et là, tu viens de corréler l'idée qu'une peur est forcément liée à un danger de mort. Mais en revanche, l'enfant ne va jamais
ou rarement aller jusqu'au bout de l'idée du renard qui pourrait potentiellement la tuer. Certains le font assez favorablement, d'autres ne vont pas parler du renard, justement pour pas faire apparaître ce renard, parce que si on en parle, il va forcément venir. Ouais. Et c'est exactement la démarche d'adulte qui ne se confronte pas aux peurs, de peur que ça provoque la situation. Hyper intéressant. Alors, mes enfants sont pas du tout comme ça, parce que je pense qu'ils ont leur spontanéité d'enfant ou je ne sais quoi, ce que tu veux. Ils vont parler de leur peur et ils vont la matérialiser, mais c'est vrai que nous, on Sauf va... Aurore valorise la maman. Si c'est possible pour elle, c'est que la maman l'invite. Grâce à moi, mes enfants. De fait, si c'est possible, si tu observes ça, c'est qu'elles sont suffisamment en confiance pour le faire. Tu sais que je pense à toi, parce qu'en ce moment, You Matala, donc, qui est ma petite dernière qui a 3 ans, quand elle pleure, tu sais ce qu'elle me dit, un truc que j'aurais jamais dit à 3 ans, et même que sa grande sœur n'a jamais dit, elle me dit « J'ai l'émotion tristesse qui arrive ». Mais quand tu réussis ça, t'as l'impression que tu réussis tout. Mais en plus, parce qu'elle va chercher ce qu'il faut probablement, c'est le réconfort, le câlin, s'autoriser à exprimer l'émotion, avoir confiance dans la maman qui va pouvoir accueillir ça. Ouais. Gros cadeau, hein. Cadeau, là. Ouais. Mais du coup, comment tu l'accompagnes dans cette peur ? Bonne question. Comment j'accompagne ma fille quand elle... je la réconforte, je lui fais un câlin. Ouais. Je suis pas du tout dans le déni, tu vois. J'observais, c'est trop rigolo, parce que en fait, quand j'étais chez ma mère ce week-end, et que mes filles se mettaient à pleurer, le premier réflexe qu'elle avait, c'était de dire, et qui est un réflexe que beaucoup de gens de cette génération ont, je trouve, c'est rien, pleure pas, c'est rien. Ils le disent pas dans le sens qu'ils veulent nier leur émotion, ils le disent dans le but de les rassurer, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en faisant ça, ils nient totalement l'émotion. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est-à-dire que, c'est bien qu'on soit d'accord. mais d'une certaine manière, pour chaque émotion, il va y avoir un discours qui est tenu, c'est ne pleure pas, ça va vite aussi. Ça va aller, qu'est-ce que t'en sais ? Rien du tout. Ben oui, t'es pas dans mon émotionnel. C'est que la peur du jugement derrière, c'est aussi le manque de confiance dans la capacité de l'autre à accueillir ce que je suis en train de raconter. Ouais. Donc j'en reviens à comment tu fais pour accompagner un enfant qui a peur. Parce que ce que tu m'as dit, c'est que je la réconforte. Mais alors je suggère, excuse-moi, parce que du coup, dans la notion de peur, il y a une vertu à la peur. Il y a une vertu à l'expression de la peur. S'en libérer. Comprendre quelque chose, comprendre un mécanisme. Pas tout à fait la vertu. Non, vas-y, dis. Je te le donne comme ça ? Oui, ou je t'amène à la réflexion. Allez, amène-moi, on aime bien. On aime bien. Là, par exemple, tout à l'heure, il y a quelques instants, tu exprimais justement la peur vis-à-vis de la mort du cousin potentiel. Ouais, c'est chaud, hein. Les mots là, ils sont. Pour moi, c'est. T'imagines si quand il va être bien réveillé en forme puis qu'il va écouter ça, il va dire non, mais vous m'avez enterré là dans le podcast. Oui, alors je suis pas d'accord avec cette idée de on l'a enterré, c'est au contraire justement, c'est qu'il est révélateur de peur et que grâce à ça, ça a été surmonté. Ouais, c'est vrai, faut le voir comme ça. Donc si tu as surmonté cette peur-là, en quoi tu gagnes ? En sérénité, on revient au même. En quoi je gagne ? Je sais pas. Si un enfant se confronte à sa peur, en quoi gagne-t-il ? Confiance. Bravo, confiance en soi. C'est-à-dire qu'en gros, tu grandis dans ta confiance en toi, et voilà la vertu d'une peur confrontée. Je reviens à ma métaphore que j'aime bien employer. C'est que, comme le loup, le renard, les monstres, souvent ils se retrouvent dans la chambre, sous le lit, dans le placard. C'est extrêmement classique. Voldemort. Voilà, exactement. Mais voilà, je voulais en venir à ça. C'est-à-dire que, parce que c'est une histoire que j'ai déjà partagée de mon fils qui avait peur de Voldemort dans sa chambre. Est-ce qu'on l'a pas déjà partagé ? Je me demande si c'est pas dans le premier podcast justement. Ouais, parce que l'autre, je l'ai réécouté 1000 fois, on n'en parle pas, donc on peut. C'est que la notion de Voldemort pour mon fils, jusqu'à un certain point, il ne parlait pas de sa peur. J'ai eu l'erreur de vouloir provoquer la capacité de mon fils à exprimer sa peur. Ah bon, tu considères que c'est une erreur ? À une époque. Oui, j'ai fait l'erreur de ne pas écouter que lui avait tellement peur que j'ai pas pris la considération qu'il avait peur d'avoir peur. Okay. Donc on était encore plus loin que ce que je voulais lui proposer de se confronter à sa peur. La peur d'avoir peur. Voilà. Ouais, je connais aussi. Et du coup, la peur d'avoir peur, ça donne un enfant qui a les yeux écarquillés, mais qu'est-ce que tu fais papa ? J'ai pas du tout envie d'y aller. Alors que papa a dit, mais confiance, on va y aller. En gros, ta peur n'existe pas, je t'écoute à moitié, on y va, j'ai pas envie d'y aller. En gros, c'est un manque de confiance en moi que j'ai généré. De sa part. Oui, de sa part. Voldemort dans le placard, ça a donné lieu à une conversation avec mon fils, de par l'accompagnement que je peux avoir par ailleurs, justement, de lui offrir la possibilité de réfléchir à cette idée que Voldemort, c'est justement le magicien
le plus important de la série Harry Potter, et que du coup, Voldemort dans le placard à porte coulissante. Une fois que je rigole plus, maintenant je la connais par cœur cette histoire. Surtout que tu la racontes à tous les gens que je connais qui me la racontent encore après. Mais parce qu'elle est tellement évidente. Mais oui, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que donc ma proposition, c'est de lui dire, donc Voldemort, plus grand magicien d'Harry Potter, est dans le placard coulissant, et une fois que la porte est fermée, Voldemort n'arrive plus à sortir de là. J'en rigole encore, donc tu vois. C'est de lui faire parler de ce qu'il ne voudrait pas parler, de peur que ça apparaisse, mais plus il en parle, plus il se rend compte à quel point c'est une illusion. Tiens, on dirait moi avec mes vocaux et Ashley ce matin dans la voiture en arrivant chez toi. C'est marrant. Ah, ça doit être ça mon effet miroir. Eh oui. Parce que j'ai tiré la carte effet miroir. Enfin, je l'ai tiré pour Adrien, mais visiblement elle était pour moi. Lui, il doit juste se recoiffer. On l'a juste... on l'a interprété un peu de manière différente. On aime bien. Mais c'est cette notion de se confronter à sa peur et on gagnerait en confiance en soi, tant qu'on ne l'a pas vécu, il est très compliqué de créer cette dynamique vis-à-vis de toutes les peurs. Parce que si là, dans cette situation avec ton cousin, tu dis... T'aimes Adrien, là, je suis en train de comprendre mes mécanismes du moment. Une fois que tu comprends la confiance que l'on gagne à exprimer ses émotions, dès que tu vois une peur, de la manière tantrique, la notion que le tantrisme, c'est justement oser, voire volontairement, se confronter à ses peurs. C'est trop analysé avec le tantrisme sexuel. Mais... Oui, c'est pour ça que j'ai souri, parce que tu m'as offert un livre sur la philosophie, enfin tu m'as prêté un livre sur la philosophie tantrique, et je l'ai laissé sur la table et j'ai eu du monde à manger, et tout le monde associe le tantrisme à la sexualité, et tiens, c'est mon ostéo qui m'a offert ça. Et tout le monde m'a regardé genre, mais il se passe quelque chose. Non, mais c'est une philosophie, rien à voir. C'est plus large que ça, mais je l'ai découvert grâce au bouquin. C'est justement que un état de pensée. Mais c'est dans un domaine, effectivement, le tantrisme, effectivement, la sexualité, il y a des peurs. Donc c'est pour ça que c'est réputé de ce point de vue-là, parce que dans la sexualité, il y a énormément d'expressions de peur. Ouais, j'en aurais grand besoin. De confiance en soi, de choses comme ça. Mais c'est un domaine parmi d'autres. Les tantriques, en général, sont plutôt des gens qui aspirent à découvrir leur peur pour y aller à fond en disant ok, allez, j'ai une peur, on y va. En gros, moi, ma plus grosse peur là tout de suite, qui est un peu absurde, ça serait d'aller dans une maison en pleine nuit, mais grosse baraque un peu abandonnée, un peu hantée, et d'y aller pour se confronter à sa peur des fantômes, par exemple. Non, vas-y, viens, on fait ça ensemble. Non, il faudrait y le faire tout seul. Non, mais là, non, moi je crève si je vais tout seul. Justement, là, donc ça veut dire que tu prends ou tu laisses complètement la place à la peur. À la peur. Ok, mais on y va chacun notre tour alors. Je t'attends dans la voiture. Non, même pas. Non, d'accord. En fait, c'est cette notion-là que si j'ai une peur, j'y vais. Il y a des peurs déraisonnables, il y a des peurs illusoires, il y a des peurs de la vie quotidienne, effectivement, quand même, à respecter d'une certaine manière. Oui, là, attention, il ne faut pas non plus transcender toutes ces peurs. On est parti de la peur de la mort. Ouais. La peur de la mort des proches. Pour ensuite expliquer comment chez les enfants ça s'exprimerait éventuellement, mais comment tu peux les accompagner. Ensuite chez nous. Voilà. C'est-à-dire que si on comprend un peu mieux comment accompagner un enfant, évidemment qu'on comprend un peu mieux comment accompagner les adultes. Ou soi-même. Ouais, j'adore, bien sûr. Donc mon fils, à partir du moment où il a réalisé que Voldemort était coincé dans un placard coulissant, il commence à rendre ça de plus en plus absurde, et plus ça va, moins il a besoin tous les soirs de fermer la porte du placard, parce que ça a de moins en moins d'importance, parce que ça occupe moins son esprit. C'est comme ça que la peur se transforme. C'est que petit à petit, mon cousin est à l'hôpital. Si je dois le perdre, je sais que je vais être triste, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais j'ai pas de raison d'avoir peur là tout de suite. Non. Ou ma peur est amoindrie parce que c'est pas la mort et l'absence de mon cousin qui va me faire le plus de mal. En l'occurrence, si je dois penser à lui, tous les souvenirs que j'ai de lui sont déjà des traces d'amour, qu'il soit là ou non, persisteront. Je comprends. C'est pas forcément acceptable. Mais moi j'aime posséder les choses. Les gens, j'aime posséder les gens. C'est pas ça. Hein, Non, c'est surtout, est-ce que c'est vraiment possible ? Non. Ça n'existe pas, posséder les gens. Oui. Et ça veut dire que si tu acceptes que les gens soient possédés par toi... Ça, j'accepte que les gens me possèdent. Exactement. Oui, bah oui. C'est pas ça. Non, pas du tout. Et c'est là la dépendance. Ah, mais je l'ai parfaitement identifié, conscientisé, et ça met un petit peu de temps. Mais tu vois, on parlait de jalousie juste avant. Oui, on a eu une discussion sur la jalousie avant d'enregistrer. Et je te disais que je n'étais pas jalouse. mais posséder quelqu'un est probablement très fortement impliquant d'une jalousie.
Si je te possède, je veux contrôler ce que tu fais, ce que tu dis, où tu vas, qui tu vois. Mais tu sais qu'avant, j'aimais l'idée qu'on me possède. C'était du masochisme. Hein. Alors non. Non. Je m'excuse de dire non un peu abrupt. Non, pas du tout, Sophie. C'est probablement d'abord sécurisant. Oui. Et oui, sécurisant de quoi? Si on me possède. Attends, je réfléchis. Ça me sécurisait dans le fait que je craignais rien. Enfin, je craignais rien. C'était tout l'inverse, justement, mais j'avais pas besoin de me confronter à quoi que ce soit. Tu vois? Ouais, c'est ça. Il sourit, là. Il sourit. Alors, le prochain film. Il y a une partie de ça. 30 minutes. Dans la notion de possession, c'est que si on me possède, à la limite, on prend soin de moi aussi. Ouais, alors que c'était pas du tout le cas. Hein. Non, les gens qui m'ont possédé, non. Mais l'idée derrière sécurité qu'on me possède, c'est que j'ai moins à m'occuper de ma sécurité, j'ai moins à me sentir seul. Oui, alors par contre, oui, je faisais rien. Puisque j'étais possédée, enfin, puisqu'on me possédait, je faisais rien. Mais quand je te dis rien, là, on est dans un extrême. Hein, dans un extrême, on va peut-être pas partir là-dedans. Là. J'ai pas envie d'avoir un procès pour diffamation. Mais ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Cette notion de... Là, je me referme tout de suite, t'as vu? Hop, j'ai recroisé mes petits bras. Il y a une notion dans la possession qui, de toute façon, pas équilibrée. On est d'accord. Mais y aurait-il une peur derrière le sentiment de devoir être possédé? Ben, sans doute. Ben, oui, si on est amené à ça, c'est qu'il y a forcément une peur. Tu veux dire pour celui qui souhaite être possédé ou pour celui qui... Si tu n'es pas possédé. Parce que c'est peut-être moins ton besoin aujourd'hui. Ouais, pratiquement plus du tout. Ok, qu'est-ce que tu voudrais du coup? Qu'est-ce que tu traduirais à la place de me sentir possédé aujourd'hui? Tu serais dans quelle idée? Rien ne peut remplacer ça. Par contre, accompagner, si je dois choisir un mot, en fait, le parallèle, il est de l'ordre du couple, puisque là, on parle vraiment de ça. C'était pas dans une relation professionnelle ni amicale, j'étais vraiment possédée dans une relation dite de couple, et j'ai plus du tout la même vision du couple. Quelle est-elle aujourd'hui? Tu vois un plateau de balance 50-50, quoi, mais pas comme ça ou comme ça. Je sais pas comment le décrire par des mots. Compagnon, de route, de cerise sur le gâteau. Mais... Ouais, j'aime bien l'idée de cerise sur le gâteau. Ouais. C'est le bonus. C'est le bonus, en fait. Je me sens tellement bien seule. J'ai pas l'impression d'avoir besoin d'être sécurisée par qui que ce soit. Je me sens en sécurité avec moi-même. Je fais vraiment beaucoup de choses seule. Je ne m'y force plus. Je me suis obligée à le faire pendant des mois pour pouvoir arriver à cet état où j'ai envie. Mais là, j'en suis au point où même ma meilleure amie, où on est dans une espèce de relation fusionnelle sans possession, mais où on fait énormément de choses ensemble. Fusionnelle sans possession, tu me raconteras comment c'est possible. Non, mais alors, parce que le mot que j'emploie est pas bon, mais Ashley et moi, on fait énormément de choses ensemble, mais si on se voit pas pendant 10 jours... Oui, bon, c'est vrai qu'on va beaucoup s'écrire, mais il n'y a pas de manque. Alors, je sais pas comment te décrire le truc. C'est juste que quand on est ensemble, on adore faire plein de choses ensemble. Mais maintenant, j'ai même plus besoin. Avant, j'aimais bien qu'elle soit là. Ouais. Ah, on arrive sur un truc qui est pas bon, là, je le sens. Je le vois à la tête d'Adrien. En fait, ce qui est terrible et merveilleux, c'est que tu commences à lancer. On parlait de pelote la dernière fois. Ouais. Tu lances un fil, tu le suis, tu le suis. J'ai l'impression que je suis un peu un cobaye dans ce podcast. Mais non, tu l'as défini. Alors, pas cobaye, mais tu l'as dit, je vais offrir le terrain, justement. Et donc, c'est ce terrain-là dont potentiellement on peut se servir pour permettre à une perception chez quelqu'un qui éventuellement aura un peu les mêmes sensations. Mais là, tu es en train de dérouler un fil et tu sais déjà là où tu vas. Ouais, mais j'ai pas envie de voir là. Bah voilà, donc si t'as pas envie de voir, c'est là où potentiellement un tantrique qui dirait vas-y maintenant. Vas-y, non, mais je comprends quand même que ça me rassure d'une certaine manière d'avoir une amitié fusionnelle avec Ashley. En fait, dans les moments où je me sens vraiment seule, je me dis toujours ok, j'ai quand même Ashley. Donc, c'est beau, hein. Ouais. Non, mais c'est... Quel est le problème avec ça? Où est-ce que ça t'embête? Non, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, il y a même des moments où j'ai pas envie qu'elle soit là. Pas dans le sens, elle me dérange, dans le sens, je veux des moments vraiment, 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 vraiment qu'à moi. D'habitude, on fait des trails ensemble, on court ensemble. Et ben, ce week-end, j'ai voulu faire mon trail toute seule. Alors, elle m'a manqué. Parce que, tu sais, l'adrénaline, quand tu fais un trail et tout, t'aimes bien le partager avec quelqu'un et tout. Donc, je lui ai fait tout de suite un message. Mais, waouh, qu'est-ce que j'étais bien toute seule dans mon délire avec... Ouais. Sophie, il y a un an, elle n'aurait jamais fait ça. Jamais. Elle se serait forcée à le faire pour arriver à cet état-là, parce que j'avais vraiment
envie et besoin d'arriver à cet état-là. Mais je l'aurais jamais fait comme je l'ai fait dimanche. Dimanche, j'ai vraiment senti une énorme différence. J'ai été plus dans le je me force pour arriver à cet état, j'étais dans j'aime cet état. Et là, maintenant, j'ai envie de faire plein de trucs toute seule. Je suis en train de me programmer des trucs toute seule. Ok. La sensation justement de celle qui est un peu plus indépendante, même si le terme pourrait être discuté. Qui c'est qui rentre comme ça? Merde, c'est dommage. Hein. Oui. Bonjour. 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 Podcast. Merci. Frédéric doit être le facteur ou le livreur. Bonjour Frédéric. Qui est Frédéric? Patient. Ah. Regarde. Bonjour. Ah. On a le droit de le dire. Il a fait un atelier, c'est pour ça que Frédéric a fait un cœur à Adrien. Trop gentil. Avec de l'argent à l'intérieur. On veut bien donner, mais on aime bien recevoir aussi. Je sais plus ce qu'on disait du coup. On était dans mon trail et dans quelle sensation j'ai ressentie? Alors, c'était le terme indépendante là, que j'étais en train d'employer éventuellement, c'est-à-dire que celle qui est indépendante, que le terme indépendante n'est pas... J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais tout supprimé là. Quand Frédéric est arrivé, j'ai appuyé sur tous les boutons, t'imagines? Non. La notion d'indépendante, c'est je suis dans un bonheur accessible seul, qui n'est pas dépendant de l'autre. Ouais. Donc je grandis dans des bonheurs simples seuls, qui ne galvaudent pas les bonheurs vécus en communion. Exactement, c'est exactement comme donc, ça que je me sens. Je m'enrichis. Tu vois là comme je suis cool? Ah ouais. Putain, c'est cool. Mais je suis sûr que même toi, tu pourras voir que ta voix est différente des derniers podcasts. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aime quand tu me dis ça, ça me touche. C'est cool. La notion de... En fait, je suis capable d'avoir un équilibre de vie parce que je sais m'épanouir seul, mais je sais aussi m'épanouir en communion, est beaucoup plus agréable à vivre que cette forme de dépendance que seul je ne peux rien faire. Ouais, je me sens mais d'autres légère. ne peuvent pas faire en communion. C'est-à-dire que c'est solitude seule, accessible, et communion où il n'y a pas de bonheur, pas de plaisir. Ouais, moi j'ai du bonheur dans les deux là. Et ça fait 37 ans que j'attendais ça. C'est pour ça que je te parle de... 35 ans si on me demande mon âge. Qu'est-ce que j'ai dit 37, je suis folle ou quoi? C'est la cerise sur le gâteau dont tu parlais. C'est que pour moi, l'autre est une cerise sur le gâteau que tu représentes. Mais tu es aussi, je te le souhaite, la cerise sur son gâteau à lui. Ouais, bah il est où lui? J'en sais. Honnêtement, j'en sais Tire rien. une carte. Non, mais je trouve intéressant que je t'ai envoyé une vidéo juste avant le podcast aussi, et que la première pub que tu as eue toi, c'est en recherche dans votre région. Je te jure, sur la tête de mes gosses, je vais vraiment pas sur des j'ai trucs pas eu le comme même ça. genre de pub que toi quand j'ai ouvert la vidéo. Qu'est-ce que t'as eu toi? Mange des graines et tout ira bien. Non, moi c'est des trucs d'investisseurs. Donc ben, peut-être que tu... Non, je fais pas de recherche sur ce genre de choses. Ni des recherches sur quand l'amour viendra. Mais on en rigole, parce que finalement, les deux ont des pubs différentes. Ouais. Et c'est pas moi qui ai eu recherché des femmes dans sa région. T'imagines, tu te trompes de lien, tu m'envoies un truc badou et tout. Non, même pas. Ah, je transfère direct à ta femme. Aucun risque. Ah oui, je sais bien. Aucun risque. Je sais bien. Mais la notion là de cerise sur le gâteau, c'est effectivement que c'est vraiment, ça représente la notion de bonus. C'est-à-dire que c'est déjà bien. Et en fait, ça s'enrichit. C'est pour ça que dans la relation 50-50, je suis pas certain incroyable, que ça t'as existe vu qu'on vraiment. passe d'un truc à un autre, incroyable, j'adore ces podcasts. C'est la notion de 50-50 dans le couple, je suis pas certain qu'elle existe vraiment. Ouais. Mais en revanche, si moi j'arrive dans le couple avec un amour qui se rapproche le plus possible de 100%, de toi-même, admettons que l'autre soit également dans cette notion-là, notre amour s'enrichit l'un de l'autre. Ouais. Donc c'est juste une amplification de ce que je sais déjà pouvoir atteindre toute seule. Donc ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est une relation de couple épanouissante. Épanouissante, on est d'accord. Mais je crois qu'on est aussi pas obligé, mais qu'on passe beaucoup par des relations dysfonctionnelles. Ou pas, hein, parce que toi, visiblement, non. Il y en a qui ont de la chance. Alors, tout dépend du dysfonctionnel, parce que dysfonctionnel, c'est... Elle peut l'être vraiment complètement, mais avec ma femme, c'est passé par plusieurs femmes, évidemment. Plusieurs... Bisous, Elodie. On t'embrasse. plusieurs phases différentes. Ouais. C'est-à-dire que... le son, il est monté comme ça. Mais carrément, là, parce que là, ce lapsus-là est monstrueux. Oui. Mais au final, oui, Elodie, finalement, a été
plusieurs femmes durant notre vie de couple. Comme tu as sans doute été plusieurs hommes. Oui, très probablement. Je ne saurais pas définir exactement quand même, parce que pour moi c'est une évolution constante, mais je ne sais pas comment elle le définirait. Moi je reconnais ces derniers temps aussi que à force de s'intéresser au sujet, de se développer soi-même, des besoins qui physiologiquement sont différents entre l'homme et la femme, de se confronter justement à ce qui est un besoin inhérent à l'homme et les besoins inhérents à la femme, à quel point on m'a jamais appris ça. Ah bah moi non plus. Non mais c'est vertigineux tellement ça a manqué. Est-ce que tu crois pas que c'est générationnel un peu aussi? Non, je crois pas. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un beau-frère qui a, pas forcément eu un père parfait, je vais pas l'estimer pour lui, mais en tout cas... Donc le frère de ta femme. Ouais, le mari de ma sœur. Le mari de ta sœur, ouais. Qui a vécu avec un père qui avait quand même des notions de qu'est-ce qui est utile pour un homme dans la vie, et qui lui a transmis des idées, effectivement, quand même d'objectifs, tu vois, maladroitement, j'en sais rien, ça il l'évaluera d'une certaine manière bien mieux que moi, mais d'une certaine manière, dans les messages qu'il a pu entendre du père qu'il a eu, à un moment j'ai percuté sur le fait que le mien m'avait jamais éventuellement ne serait-ce qu'invité à réfléchir à ma situation professionnelle, à ce que je devais construire comme statut, tu vois, à ton yang quoi, à réfléchir à sa manière d'être aussi, à qu'est-ce que je mets en place pour devenir quelqu'un. Lui n'étant pas capable de le faire pour lui à l'époque, évidemment que c'est pas lui qui a me l'enseigner, mais du coup c'est la représentation de ce vertige entre ce que j'ai pas entendu et ce que j'aurais aimé entendre, ce qu'aujourd'hui j'essaie de transmettre à mes fils par exemple. Tu sais que ça va résonner chez beaucoup de gens, parce que quand j'échange avec des gens à qui je tire les cartes, avec des amis, avec des connaissances professionnelles ou personnelles, on est vraiment dans ça en fait. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis ou qu'est-ce qu'ils nous ont pas transmis, qu'est-ce qu'on reproduit. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de reproduire l'absence de leur absence. Je sais pas comment te dire ce que tu décris là, mais c'est un peu ça. Alors c'est là que tu disais, tu vois, de génération en génération, tout à l'heure, pas tout à fait ça que tu disais, mais en gros, comme tu parlais effectivement de cette filiation parentale, maternelle et autres, on a effectivement une génération qui a été d'une certaine manière, et que les générations qui suivent sont soit dans la réaction et vont essayer de faire l'inverse, soit dans la représentation idyllique de ce qu'ils ont eu et vont tenter de reproduire le modèle. Oui. Peu importe ce que tu fais, tu n'es jamais libre quand tu fais ça. Ouais, on est d'accord. Et donc, la recherche de liberté, c'est d'accepter justement de continuer ce chemin personnel en permanence, en essayant d'être une meilleure version de soi-même, pas une meilleure version que celui auquel je m'oppose. Ok. Parce que le nombre de personnes qui vont mettre leurs parents sur des piédestals, là où d'autres vont les mettre plus bas que terre, l'un dans l'autre, ces parents-là ont aussi eu leur enfance, ont aussi eu leurs contraintes, et qu'à partir de ce moment, si on doit essayer de remettre un petit peu le lien avec le sujet du jour, c'est que toute l'éducation, jusqu'à un certain point, est vécue avec une espèce de mémoire corporelle. Donc on reprend après ma pause toilette, et on est vraiment parti dans autre chose là du coup. En fait on a poursuivi la conversation, mais je ferai de mon mieux pour essayer de raccrocher à la fin, juste avant la pause. Ouais, ok. On est sur un sujet qui te touche en même temps, et tu as accepté de réenregistrer justement parce que ça te touche un peu trop et tu voulais que ça raccroche avec le début. Ça va être dur pour moi là. Ok. Et on est dans l'idée qu'effectivement dans ta relation amoureuse, qu'en fait ça touche aux racines de ce qui était difficile, parce que tu disais je crois avoir surmonté cette situation, que je me sens mieux, et en même temps que tu reconnaissais qu'il y a quelque chose qui était finalement encore un peu en contrainte. Ouais. Et que je te suggérais que tu semblais en vouloir à cette femme que tu étais, qui aurait dû faire autrement, voir les choses autrement, et voir que c'était pas possible. Que c'était, accepter au final que ce que tu fais pour l'instant, c'est de juger cette personne que tu étais, plutôt que d'accepter qu'elle n'avait pas les moyens de faire autrement, sinon elle l'aurait fait. Et cette résistance-là est la dernière petite chose qui te retient de te sentir libéré totalement de cette histoire-là. Sauf qu'ensuite, j'ai suggéré que ce qui a mené cette femme que tu étais dans cette relation-là, la racine venait de l'éducation que tu avais reçue. Complètement. Et donc, les cycles dans lesquels on semble être parfois mené à vivre le même genre de situation avec des personnes différentes, le point commun à tout ça, c'est nous. Et le point commun à tout ça,
C'est d'estimer à partir de quand on a commencé à avoir ce processus-là. Et c'est là où je vais essayer de raccrocher justement avec juste avant la pause. C'est que lorsqu'on est sur le thème du langage émotionnel du corps, l'enfant a une éducation inculquée et une éducation imprégnée. Ok. Et l'imprégnation... J'aime. L'imprégnation est liée à l'émotionnel. L'exemple que l'on reçoit, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je vis, l'influence qu'il a sur moi est d'abord une imprégnation. Je le ressens dans mon corps. Et cette mémoire-là est celle qui fait souffrir parfois. Ok, donc là si on prend l'exemple de ma mère, comment tu vas pouvoir traduire ça par rapport à ce que je t'ai dit? J'en sais rien, mais... J'en sais rien. À l'avant, j'en sais rien, sauf que tu m'as exprimé quelque chose au début de ce que ta maman a pu te faire vivre dans certaines circonstances. On peut en parler, hein. Elle écoute pas mes podcasts, et puis aujourd'hui je le fais sans jugement aucun, donc on peut en parler, sans souci. Ok, raconte-moi quel genre d'enfance, lorsque maman était pas forcément la meilleure. Lorsque ma mère se laissait déborder par ses émotions, elle était plutôt violente physiquement, pas avec moi. J'ai pas de souvenir de violence physique avec moi. Par contre, avec tout son environnement. Elle tapait sur les murs, sur les sièges de la voiture, elle mettait des coups de poing, des coups de pied. Sophie Aurore, je me permets. La violence, même si elle n'est pas dirigée directement contre toi, elle provoque une souffrance chez l'enfant qui voit la violence. Oui, bien sûr. Donc bien sûr. C'est indirectement une violence que tu ressens. Toute nervosité génère de la violence, qu'elle soit physique. Ah mais là rien qu'en te le parlant, tu vois par exemple là, de l'écoute des derniers podcasts, c'est important que j'aille jusqu'au bout de ça. Vas-y. Parce que la nervosité provoque toujours une réaction de violence physique ou verbale, qu'elle soit dirigée à l'autre ou contre moi. La violence physique peut être dirigée contre des éléments extérieurs. La violence physique peut également, évidemment, être dirigée contre un individu. Ouais. La violence verbale peut être de forme ou de fond. Je peux dire des saloperies sur un ton très léger, mais qui vont tuer la personne sur place. Ouais, ça je peux dire aussi. Rien du tout, mais monter dans les tours par intensité et être une forme de violence aussi. Tout ça, c'est lié à de la nervosité. L'enfant interprète que c'est de la colère. Ça, c'est une mauvaise interprétation qui n'est juste pas guidée par les adultes. J'étais comme ça avec mon aîné au début. Je fais de la reproduction, mais... Alors, probablement par comparatif, par volonté de faire différemment, et en fait, on reproduit un modèle, ce qu'on a exprimé juste avant aussi. La notion d'imprégnation, c'est justement ce langage émotionnel du corps, dont il s'agirait éventuellement d'aller creuser un peu plus, c'est-à-dire qu'est-ce que cette petite fille ressentait lorsqu'elle voyait la violence de sa maman? De la peur, beaucoup. Mais quel endroit du corps? Toujours là, je crois. Ok, c'est le même endroit que tu montes par rapport à ce que tu exprimais vis-à-vis du cousin. C'est-à-dire que cette zone-là correspond maintenant, tu le sais un peu plus, à quelle zone pour toi? La zone de la peur, du cœur. Ouais, du cœur, simplement. Tout à l'heure, tu parlais justement de ce Mon petit cœur a peur. c'est plutôt ce qui est lié à l'amour. Quelque chose perturbe ta relation à l'amour. Tu voudrais l'aimer, cette maman, quand elle est violente. Il est brillant. En fait, dans ces conditions-là, l'enfant fait tout son possible pour s'adapter, pour dire, en fait, si c'est de ma faute, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte que ça s'atténue? Donc il se suradapte la plupart du temps, et cette suradaptation est faite par amour. Sauf que ça coûte de devoir s'adapter à quelque chose qui est violent et pas juste. Oh là là, tu savais tous les parallèles que je suis en train de faire dans ma tête. C'est très probable, on est à l'origine là. C'est-à-dire qu'on parlait de racines, de cette source du cycle, de ce que tu as vécu avec cet homme-là. Il faut que je te dise un truc de ouf après. Ouais, vas-y. Ou avant ou maintenant, pour compléter. Non, mais tu sais, le roman que je suis en train d'écrire, le thérapeute de la protagoniste principale s'appelle Adrien. Sans déconner. Non, sans déconner. Trop de mystère. Elle va comprendre un truc sur elle-même qui va déclencher toute la deuxième partie du livre. Tu as déjà... Je l'ai déjà écrit. C'est déjà écrit, je te le jure. Qu'est-ce qu'elle comprend? Ah non, tu vas peut-être pas révéler. En fait, non. Mais en fait, le gars prononce exactement la même phrase que tu viens de prononcer. Nous sommes à l'origine. Je te jure, elle a écrit cette phrase. Non, mais c'est quand même... C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc, oui, il y a une forme d'expression de le fait. C'est hyper fort émotionnellement pour moi, t'imagines pas. J'ai écrit un truc qui se passe et que t'as dit. Bon, bref, revenons-en au truc. C'est génial. Tu es allemand, hein, Je suis allemand.
Donc j'ai une certaine rigueur. non, tu pars en Allemagne, t'es pas du tout allemand, t'es Ouais, français, là, tu vis à Arcachon. Autant j'étais en train de me dire, il faut que je me détache du fait qu'elle l'ait appelé Adrien, et là t'es en train de me dire en fait que c'est moi qui suis allemand. Donc, non, il part en Allemagne au moment où il dit ça. Okay. Il monte dans la voiture et il lui dit cette dernière phrase. Ça marche. Pour qu'elle comprenne. Ok. Ce qui arrive après. En l'occurrence, l'enfance, dans l'imprégnation qu'elle a sur toi, l'amour que tu y mets pour essayer de t'adapter provoque ce qui pourrait être à l'origine des cycles dans lesquels on peut vivre ensuite des formes d'attachement, des formes de résistance. Complètement. Ma dépendance affective, c'est une reproduction. Mais donc, quand je t'offre la possibilité de voir que dans ton histoire d'amour avec cet homme-là, tu étais en train de reprocher à cette femme qu'elle aurait dû faire différemment, c'est également reprocher à cette petite fille qu'elle a mal fait. Ouais, merci à toi. Et ça va pas du tout dans la formulation, parce que ni l'une ni l'autre n'est responsable de quoi que ce soit. Je ressens une joie immense parce que il y a la lumière autour de moi au moment où tu dis ça, parce qu'en fait, j'ai écrit tout ce que tu es en train de me dire, vraiment. Okay. C'est ouf. Et je vis tout ça là. Maintenant que tu me le dis, ouh là, j'ai le bouton de mon jean qui pète là tellement je... C'est ce que tu dis là, c'est d'une puissance. J'espère que ça va résonner chez les gens. On peut le souhaiter, mais là, moi, ce qui m'intéresse, là, pour le coup, je sais maintenant comment me placer dans le podcast. Parce que c'est aussi grâce à toi. Je te dis un truc par rapport à ça, c'est que il est impossible pour moi d'essayer de parler d'un truc de manière abstraite en disant je vais parler des émotions, je vais vous emmener d'un point A à un point B. Pour moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que je suis à l'aise et heureux de le faire. Ouais. Je préfère interagir avec l'individu qui accepte le processus, parce que du coup, je pose des questions qui permettent de rebondir. On va changer la photo, hein, en fait. Il faut pas qu'on ait l'air dos à dos, il faut que j'ai l'air d'être ta patience, tu vois. Non, mais c'est une conversation où chacun essaye d'apporter quelque chose. Toi, entre guillemets, tu te livres volontairement. J'essaie d'être dans la même démarche, mais comme j'ai aussi une volonté d'exprimer aussi comment accompagner, comment faire percevoir les choses différemment. Ouais. Parce que là, le langage du corps, les gens vont dire mais j'ai pas d'explication, quelle zone et autres. En fait, on essaie de traduire que chacun a des ressentis différents. Et que dans le langage du corps, plus on arrive à interpréter ce qui se passe en acceptant que ce soit effectivement peut-être des images un peu absurdes. Et c'est là où après je pourrais dire ce que j'entends en cabinet. Dans la réalité de ce qu'est la sensation, on va se retrouver avec des mêmes perceptions chez les uns et les autres, mais parfois elles sont tellement originales qu'elles marquent quelque part le thérapeute que je suis. C'est pas tellement dans l'exceptionnel que ça compte, c'est dans la récurrence de ce qui est exprimé. Si on en est à un point où on reconnaît qu'on en a voulu à cette femme que j'étais, que je veux plus lui en vouloir et que finalement elle a fait de son mieux, finalement il y a plus d'amour pour elle. Comme il y a plus d'amour pour elle, il y a déjà plus de paix naturellement. Donc je gagne en quelque chose. Il y a plus d'amour pour l'autre, enfin plus d'amour, plus d'attachement quoi, plus de Alors on pourra, voilà, c'est plus le même besoin, peut-être qu'il y en aura encore une fois, il ne faut pas s'enfermer en disant ça y est c'est évincé, non, on se laisse la porte ouverte que peut-être il y a des choses, mais je me sens déjà un peu moins sans attachement. Non mais ouf, je le sais, c'est un peu cet effet là, euphorique là, où tu lâches un truc quoi. C'est l'utilité de la perception et de faire comprendre quelque chose aux gens dans le travail émotionnel. C'est-à-dire qu'on a tous nos limitations personnelles, on n'est pas tous prêts à les voir en face tout de suite, mais lorsqu'on se livre comme tu le fais, c'est-à-dire en gros ce que tu disais avant je vais me mettre à nu là. Je vais me mettre à poil. Ouais, je vais me mettre à poil, c'est ce que tu as dit. Dans le podcast. Mais je crois que tant qu'on n'est pas dans cette démarche-là, c'est qu'il y a des peurs de se mettre à poil justement. Mais quand tu dis, allez, je vais y aller sans retenue, il y a effectivement une notion que ça devient maintenant accessible, les perceptions. Et c'est pas moi qui les apporte, c'est tu offres ta disponibilité, et en l'offrant cette disponibilité, je fais de mon mieux pour essayer de te faire percevoir ce que tu sais déjà. Ouais. En l'occurrence, si cette petite fille était dans les parages, celle qui vient d'être dans la peur de sa maman violente, parce que tu m'as quand même dit qu'il y avait des moments où elle secouait, et que ça c'est de la violence physique. On est d'accord, oui. Je veux pas le voir parce que j'ai l'impression que je dis du mal de ma mère. En l'occurrence, on peut accepter que ta maman était imparfaite aussi, on peut accepter qu'elle ait un vécu qui l'ait menée à ça. Oui, elle a un vécu qui l'a menée à ça. Sauf qu'il y a une enfant qui a vécu ça. Oui. Et que moi, je m'occuperai d'abord de l'enfant avant d'essayer de voir comment est-ce que la maman... Oui, je peux pas me sauver ma mère, c'est son parcours. Sauf que la petite fille fait de son mieux pour s'adapter. Et c'est l'arrêt de l'adaptation qui peut permettre de changer les choses. Oui, j'arrête de m'adapter. Je suis vraiment dans la fin de l'adaptation là. C'est cool parce que je sais pas si on l'a dit quand on a repris l'enregistrement, mais j'ai tiré la carte hier de la mère.
Je sais pas si on me l'a déjà dit ou si je te l'ai dit juste en off avant de relancer l'enregistrement. Et c'est marrant qu'on règle ça aujourd'hui, quoi. Pas qu'on parle de ça là. Ce que tu pourrais souhaiter par rapport au ressenti que tu avais petite quand ta maman te faisait peur, cette notion que c'est dans le sternum, que ça te touche d'une certaine manière, est-ce que tu dirais que c'est comme tout à l'heure un trou noir ou c'est autre chose? Non, c'est un peu comme ce que je t'ai décrit pour Alex, ouais. C'était vraiment... c'était froid. Mais là, je l'ai pas, en fait, cette sensation. Même en m'y replongeant dedans, là, je suis bien, donc j'ai du mal à la faire revenir. Ouais, vide. Une forme de vide, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, je perds quelque chose dans la relation. C'est vraiment vide. En fait, je me vois, mais écoute, j'ai même la scène, j'ai même la sensation, j'ai même la hauteur. Je me vois beaucoup plus petite que ce que je suis là. Je vois la hauteur de la table et je vois ma mère en train d'hurler et de taper les portes des placards comme une espèce de possédée parce qu'elle maîtrisait pas du tout ses émotions. Quelle était la cause de sa colère, de sa nervosité? Je peux plus te dire le sujet. J'étais petite. C'était des personnes, C'était mon père, ouais, peut-être des personnes ou c'était des gens. C'était pas, ou alors elle avait pas réussi à faire un truc comme elle avait décidé qu'elle devait le faire. Je sais pas, peut-être elle a loupé la cuisine d'un truc. Elle se mettait pas dans des états comme ça. C'était l'absence de contrôle sur mon père. Tu rigoles parce que je viens de te parler tout au début du podcast que ça me rendait hyper colérique de ne pas pouvoir contrôler le corps médical qui s'occupe de mon cousin. Oui, tu parlais même de posséder des choses comme ça. Ouais. Tais-toi, Adrien Malfroid. En fait, il y a des fois, je me dis, c'est tellement con ce que j'ai à dire parce que c'est évident. Et en même temps, parfois, c'est important de le dire. S'il y a des gens qui prennent autant de temps pour aller voir des gens comme toi, c'est que c'est pas si évident que ça. Non, certainement. Mais c'est évident quand on s'en détache et qu'on observe. Exactement. Mais c'est pas évident quand t'es dedans. Sinon, il y aurait pas de... On ferait pas les métiers qu'on fait. Si c'était si facile. Je crois que si effectivement on avait un peu plus d'écoute, de capacité d'accueillir ce que le corps a à raconter, effectivement beaucoup de choses changeraient. Parce qu'encore une fois, c'est les limites dans l'expression de ce que l'on ressent et du lien avec les émotions qui fait que on s'adapte, qu'on est d'une certaine manière, qu'on se vexe, qu'on repousse les gens, qu'on perde l'amour pour les gens. L'amour pour soi. De l'amour de soi. Hein. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amour de moi pour les autres. Oui. Enfin, j'avais déjà pas d'amour de moi, c'est plutôt ça. Ouais, je l'ai pas augmenté, quoi, c'est sûr. Je l'ai comment elle dit tout le temps, Ashley, elle me dit, tu as validé ta croyance, mais c'est pas le mot encore, tu as confirmé. Tu vois, je continue à aller là où... En fait, ça ne faisait pas encore assez mal. Et c'est parce que ça commence à faire vraiment mal qu'il commence à y avoir un ras-le-bol. Ouais. Et ce n'est que à partir du moment où tu dis... Ouais, il y a eu une petite goutte d'eau qui a fait déborder mon vase et puis depuis, pouf, paf, pif. Ce que j'aspire à faire, c'est de ne pas attendre d'en avoir marre pour que les choses bougent. Oui, bien. C'est pas évident pour autant, mais tant que les gens n'en ont pas marre, les situations ne changent pas. Et qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, on demande tellement aux gens d'accumuler, finalement on se retrouve avec une pathologie aujourd'hui qui s'appelle le burn-out, où le corps dit stop et il ne peut plus y avoir de mouvement derrière, et donc plus d'échappatoire non plus pour l'individu qui a fait de son mieux jusqu'à maintenant. C'est que tout le corps cherche à communiquer en permanence avec beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté. Oui. Et si on ne l'écoute pas, il est obligé de monter l'information. Alors c'est là où l'ostéopathe intervient, c'est-à-dire que finalement les douleurs corporelles, pour certaines, pas pour toutes, c'est pas que mécanique, mais certaines douleurs sont liées à des faiblesses d'écoute du corps émotionnel. Donc là c'est très intéressant, puisqu'on va pouvoir citer des exemples concrets. Tu vois là ma fille ces derniers temps, je l'ai pas trop écoutée. J'ai le sentiment que je l'ai pas trop écouté ou que en fait ces derniers temps les choses qui font qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus apaisée sont avant d'être apaisée. Moi il a fallu que j'aille chercher dans des trucs assez dark, sombres, que j'explose tout et en fait du coup j'étais plus très connectée à moi-même et donc du coup assez invivable avec mes enfants. Et en fait, elle me le faisait comprendre, elle me parlait, je ne l'écoutais pas. Et en fait, elle a développé très vite un eczéma sous les bras, là, et là, qu'elle a plus, parce que
Mais tu vois, le corps, elle était là, elle criait au secours, ma fille, je l'ai pas vue, et au bout d'un moment, son corps, il a fait « Waouh, faut que quelqu'un voit quelque chose là, faut que quelqu'un voit quelque chose. » Alors, faut que quelqu'un voit quelque chose, ou surtout besoin d'expression qui du coup passe par le corps. Oui. Mais c'est pas la vertu, parce que c'est pas comme ça qu'en général le corps va pouvoir solutionner la situation. Non, d'accord. Il exprime quelque chose de ce qui est insupportable. Oui, de ça. Mais c'est pas la solution pour autant. C'est pas la forme d'expression qui permet d'élaborer une stratégie. En fait, il faut une connexion entre la manière dont j'aborde le sujet intellectuellement et la reconnaissance de ce que mon corps est en train de raconter quelque part. Et quand oui, là on était déjà trop loin. Enfin, c'était trop tard, quoi. On est dans une accumulation. C'est-à-dire que souvent, effectivement, les enfants vont réagir avec la peau, avec des constipations, avec un sentiment de mal-être, une joie qui manque, des choses comme ça qui sont plutôt subtiles. Mais comme il fait de son mieux pour s'adapter à ce que demandent les parents, il y met beaucoup d'amour à ne pas écouter. Oui. Et j'insiste, c'est de ma perception des choses, c'est j'y mets de l'amour à m'adapter à quelque chose qui est pour autant, je ne sais pas comment, pas l'idéal. Et donc, beaucoup d'amour à s'adapter à une maman qui paraît violente dans certaines mesures. Donc, je mets beaucoup d'amour à encaisser la peur qu'elle me fait, qu'elle me provoque. La proposition, c'est de ne pas changer l'amour que tu as pour cette démarche, c'est de changer l'amour pour toi. C'est la même, on pourrait dire, énergie. Enfant, j'ai fait tout pour aimer et être aimé. Aujourd'hui, je fais tout pour m'aimer et être aimé. Et donc, m'aimer participe d'accepter sans peur toutes les sensations corporelles comme un message direct de arrête de retenir, exprime ce que tu ressens. Et parfois, je le fais trop bien maintenant. On a besoin d'aide, tous besoin. J'aime trop écouter mon corps maintenant. Enfin, on retrouve le plaisir du corps. C'est oufissime. Et c'est oufissime. Puis en même temps, tu dis waouh, en fait, j'ai jamais vraiment bien été connectée, quoi, à mon corps. Parce que maintenant que je l'écoute, que je le comprends, que je le vois, que je le ressens, je me dis, je faisais jamais ça avant. C'est le processus de la peur. Ouais. La peur fait que la sensation est tellement envahissante que justement, j'ai peur d'avoir peur. Et on se retrouve à ne pas vouloir ressentir. Il y a cette forme de coupure entre l'esprit et le corps. On n'est plus connecté, comme tu le dis, parce que la connexion pourrait révéler la peur. C'est un système de protection. Oui, c'est peut-être un manque d'accompagnement de la part de l'environnement pour l'aider à percevoir qu'on peut faire autrement. Ou sécuriser suffisamment pour que la peur soit confrontable. Mais un corps qui a peur est un corps qui va être sous tension. Il va y avoir des boules au ventre chez les enfants qui vont le premier jour à l'école parce qu'il y a des angoisses particulières. Il va y avoir des gènes respiratoires au niveau du thorax parce qu'on n'arrive pas à respirer, justement parce que je respire pas dans ce monde-là, j'ai tellement peur de... Il y a les épaules qui commencent à parler sur d'autres formes de peur, c'est-à-dire que je suis pas à la hauteur, je me mets la pression, on me met la pression et je l'encaisse plutôt que de réagir de la manière la plus appropriée qui soit. Les maux de tête qui sont soit des maux de tête, soit des migraines, il y a aussi cette forme de à quoi je résiste parfois, ou qu'est-ce qu'on m'impose qui est insupportable pour moi. C'est ouf parce que je me vois moi, je vois mes enfants, je vois Et toutes les douleurs physiques, évidemment, on peut commencer à les interpréter autrement. Suivant la localisation corporelle, ça concerne ma capacité d'action, ça concerne mon emprise sur ce que j'ai autour de moi, ça concerne ma vision des choses, ça concerne les acouphènes, c'est pareil, c'est des choses qui sont intéressantes à envisager de cette manière-là. C'est pas la seule lecture à en faire, parce qu'encore une fois, il ne faut pas négliger aussi le monde médical dans son approche par rapport à certaines pathologies qui nécessitent justement cette approche médicale. On est d'accord. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la symbolique quand ça touche l'oreille, les yeux, l'odorat, tout sens qui pourrait être touché par ça. Ouais, c'est marrant parce que j'ai un ami qui s'appelle Aurélien, il est content que je le cite dans le podcast, qui est dans une situation depuis 4 ans. Et on n'arrête pas de lui dire tu veux pas voir, mais c'est incroyable, tu veux pas voir. Et là, il a été chez l'ophtalmo il y a pas longtemps. Il a un problème, il est en train de développer un problème de vue, il est en train de perdre son niveau de vision. En fait, c'est ouf. Tu vois ? Et perte de vision de loin, perte de vision de près. Je sais pas, on n'a pas assez développé le sujet, mais ça peut être intéressant. C'est flou ou c'est la perte de netteté ? C'est flou, je crois, de ce que je me souviens de notre échange. Parce que pareil, symboliquement, c'est encore une fois une question d'interprétation, mais quand je suis myope, je vois pas ce qu'il y a loin, mais quelle est ma vision du futur ? Question de
Ok, admettons qu'il y ait une symbolique dans le corps et qu'on l'accepte pour ce qu'elle est. Ouais. J'ai mal aux pieds. Quelle est ma difficulté à avancer? On pourrait parler d'ancrage, on pourrait parler de ma stabilité. Ouais, complètement. Donc ensuite, dans l'oreille, quand ça touche les oreilles, est-ce que c'est trop insupportable à entendre? Est-ce que c'est moi que je n'entends pas? Ouais, ou est-ce que j'ai pas envie de m'écouter? Moi, non, je peux pas rentrer dans ce sujet parce qu'il est vraiment trop violent pour moi à aborder, mais... Dommage. Ouais, non, là... Tantrique ou pas tantrique? Tantrique, ouais. Tantrique, là, tu te mets à poil ou tu le fais pas? Non, mais là, au point où j'en suis, moi, j'ai eu énormément d'abus physiques à un moment de ma vie. Attends, parce que ça, je le savais pas. Ouais, donc on met sur pause, là? Non. J'ai été abusée de manière... je sais pas si je peux entrer sur ce terrain, là, on va loin, là. Ouais, mais t'as vu que finalement, on tire le fil, on parle de choses et d'autres, et d'un seul coup, tu commences à avoir envie d'en parler. Mais je trouve que là, c'est... Sophie Aurore, juste pour un truc. Ouais. L'envie d'en parler, elle vient de l'intellect ou elle vient du corps? Ben là, mon corps, il est pas très sécure, là. Tu vois, il est pas très sécure, mais c'est plutôt lui qui pousse à verbaliser ça. Parce que t'es sur un mode de verbalisation, c'est pas intellectuel, parce que c'est ta tête. Bah, c'est l'intellectuel bloque, là. L'intellectuel dit, parle pas de ça, là. Pourquoi tu parles de ça, là? C'est pas le corps qui bloque. Le corps, tout ce qu'il veut, c'est, vas-y, parle-en, qu'on puisse passer enfin à autre chose. Ok, mais j'en ai déjà parlé à quelqu'un qui a juste demandé pourquoi je parlais de ça, d'ailleurs, mais bon. C'était quoi? C'était un ami? C'était un thérapeute? C'était un ami. Ouais. Pas pareil, l'accompagnement est pas le même. Bah non, pas du tout. Il a juste encaissé, il a dû se demander pourquoi je lui racontais tout ça. Moi, j'ai été abusée sexuellement et j'ai développé vachement de... Donc, on est reparti. En fait, on a coupé un petit peu ce podcast. Est-ce que je dois expliquer pourquoi ou pas? Ah, c'est toi qui vois. Parce qu'on est rentré dans l'intime et la description je verrai un peu en fonction de là où je vais couper l'enregistrement précédent, mais on s'arrêtait au fait que j'avais subi des violences sexuelles et des attouchements et des abus. Et après, j'ai un peu cité les gens avec qui ça s'était passé et j'ai pas envie de laisser ça dans l'enregistrement pour le moment. En tout cas, au moment où j'enregistre le deuxième, on verra après. Par contre, je pense qu'il est très 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 intéressant qu'on prenne un temps pour décrire ce qu'on a fait, l'exercice qu'on a fait et ce que ça a provoqué. Alors oui, parce que là, c'est pas forcément clair dans ce que tu exprimes. C'est qu'au départ, on a coupé l'enregistrement parce que ça devenait quelque chose que tu voulais pas partager par rapport à qui ça concernait. Ouais. Et qu'il était absolument, à mon avis, nécessaire qu'on puisse l'aborder malgré tout. Pour approfondir un sujet qui visiblement a été un des plus intenses de toute ton existence. Répété, donc ça je pense que tu pourras le laisser peut-être dans le podcast aussi, parce que les âges quelque part ça pourra rester, mais qu'il y a effectivement dans l'approche à la fois les réflexes archaïques et l'ostéo-émotionnel, la possibilité justement de se réapproprier ce qui paraît parfois comme un envahissement. Et que là c'était, à mon avis, pas la possibilité de faire autrement que de faire ce qu'on pourrait définir comme une séance. Oui. Pour te permettre justement de surmonter ça, parce que c'est, entre guillemets, il y avait une forme de maturité dans ce que tu ressentais. Maturité dans le sens, c'était mûr. Tu t'étais fait prise au piège de ce que ton corps désirait exprimer pour toi. Ouais, je suis libérée. Et donc de ne pas laisser ça de côté en approfondissant totalement le sujet qui a été suffisamment long à aborder et parce que légitimement exigeant dans les implications, pour te le faire tant qu'il est chaud, quoi, quelque part. C'est en gros, on rentre dans le vif du sujet en faisant un exercice qui est un peu spécifique et souvent proposé aux personnes qui ont été justement agressées. Je parle sexuellement. Avec cette notion que tu pourras raconter mieux que personne, mais comme on est un petit peu dans la première étape et que toutes les étapes de cet exercice-là ne sont pas élaborées, je pense pas approprié que tu en discutes tout de suite, n'ayant pas... T'as peut-être une perception du potentiel, t'as déjà ressenti quelque chose de très important, parce que tu l'as dit après. Voilà, mon corps tremble encore beaucoup. Voilà, mais c'est le sentiment de puissance, de détermination, de vouloir s'en sortir, ce qui dans certaines circonstances, pour la plupart de ceux qui ont été agressés sexuellement, c'est le sentiment de détresse et le sentiment de faiblesse qui apparaît. Ouais. De ce que tu disais vulnérabilité, mais comme on est tous vulnérables, je préfère qu'on puisse exprimer que dans certaines circonstances on est dans une faiblesse perceptible. Une enfant, sa faiblesse elle est
évidente et assez rapide. Oui. Et que, effectivement, se réapproprier cet événement-là qui n'a plus a priori le même impact dans ce lieu, dans cet espace-là, t'étais pas en danger ou tu ne risquais rien par rapport à ça. Par contre, mon corps... Voilà, tout ton corps te donnait l'impression que tu retournais dans cet espace-là douloureux. Et c'est là aussi qu'il y a une reconnaissance de ta disponibilité, de ta volonté sincère de t'en sortir, c'est de ne pas laisser ça de côté avec beaucoup de courage, et parce qu'il en faut. Merci. Bah oui, mine de rien. Sans courage... Mais tu sais que j'en serais presque à me dire, il faudrait filmer la prochaine séance. Te filmer toi en séance ? Ouais. Alors, tu fais ça, après c'est là que tu rentres vraiment dans l'exposition. Je pense que ça serait passer un cap qui sera peut-être pas judicieux à plusieurs titres. À la fois parce que ça galvauderait un petit peu le travail nécessaire pour que les gens le découvrent. Parce que ça donne trop de clés d'anticipation pour les gens plutôt qu'une découverte qui est parfois nécessaire dans l'élaboration d'une stratégie thérapeutique. Ok, on est d'accord. En fait, c'est l'excitation qui parle, parce que pour moi, là, ce qu'on vient de vivre, c'est 30 ans de blocage sur lesquels on... La première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'était plus fort que toi que tu en as parlé, parce que c'était plus fort que toi, et tu as presque regretté de commencer à en parler. Oui. Et en même temps, tu t'es... Alors, piégé, c'est pas le bon terme, mais en gros, tu t'es piégé toi-même, à bon escient évidemment, que dans cette démarche-là, finalement, retenir l'information était plus douloureux que de l'exprimer, et en même temps que tu l'exprimais, de vivre toute la souffrance passée liée à ça. Ouais, parce que c'est important de dire que l'exercice que tu m'as fait, j'ai vraiment replongé dans ma souffrance d'enfant. J'avais 6 ans et c'était impossible. Adrien, c'est quelqu'un que je vois régulièrement, avec qui je suis très à l'aise, avec qui je blague. Enfin voilà, j'ai un contact visuel sans souci. Je ne pouvais pas le regarder. C'était impossible. J'étais cette petite fille terrorisée par son agresseur. J'ai pas de mots en fait pour décrire l'exercice qu'on a fait, parce que c'est comme une espèce... Alors il m'a pas du tout mis en hypnose, tu m'as pas du tout mis en hypnose, mais en fait mon corps s'est remis dans le corps de Sophie Aurore, 6 ans quoi. Sophie Aurore, je viens de m'appeler par mon prénom en entier. Ouais, joli. Joli, je te dirais qu'il l'a toujours été. Oui, complètement. Tu t'y es pas remis, sauf que tu as accepté le ressenti qui existe toujours, mais qui est maîtrisé, contrôlé, je sais pas le terme le plus approprié pour ça, je dirais plutôt contrôlé. C'est ça, Adrien, imagine maintenant te libérer de tout ça, à quel point, je sais pas quel genre de changement ça opérera en toi, mais on pourrait estimer déjà une forme de tranquillité, de ne plus avoir ça à gérer ou à cacher. Parce que peut-être que la prochaine fois, ce que je suggérais, c'est que j'ai un patient justement qui est passé par ça, qui est passé par ça, et qu'avant qu'il me le dise, ça a été compliqué parce que c'était long. Une fois qu'il l'a dit, c'est compliqué d'en parler, mais aujourd'hui, il en parle comme ça. Avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'évidence, beaucoup de rapidité, ça bloque plus comme avant. Sous-entendu, ça n'a plus le même impact qu'avant. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des ateliers avec toi et cette personne. Oui, que tu la connais. Que je la connais et que je me souviens que j'étais hyper touchée par lui. C'est un homme, et je crois que c'est important de le dire pour souligner qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes. Et j'ai été... en fait, quand je le voyais dans ses attitudes, dans sa façon d'exprimer la chose, dans sa façon de gérer son corps, je revoyais le mien. Je comprenais pas pourquoi ça me touchait autant, alors qu'en fait c'était un effet miroir. Ah oui, tu comprenais pas ? Non. Ah oui, d'accord, ok. Je comprenais pas pourquoi ça me touchait autant. Pour moi, tu savais que ça te touchait pour quelle raison ? Non. Ok. C'est marrant, on a tiré la carte de l'effet miroir ce matin. Ah ouais, à l'époque, je t'avais vu très touché par ça, mais je n'avais pas anticipé que c'était justement potentiellement parce que tu étais toi-même concerné par ce qu'il exprimait. Oui, concerné par ce qu'il exprimait. Et même moi, je sentais que j'étais touchée, je savais que j'avais vécu ça, mais j'avais pas l'impression de le vivre comme lui, comme j'étais complètement déconnectée de mon corps. Alors qu'en réalité, c'était juste le miroir de ma propre souffrance. Alors, c'est spectaculaire, parce que parfois, effectivement, je peux concevoir que l'esprit nous perde, au point qu'on en oublie même ce qui nous est arrivé parfois. On fait une abstraction totale de son histoire, mais une fois que l'histoire remonte, effectivement toutes les sensations corporelles remontent. Et pour moi, il n'y a pas d'absence de sensations corporelles, même si c'est un passé douloureux. Sa vie, le seul moyen de mon point de vue pour le surmonter, c'est justement de se reconfronter à la sensation, et c'est là où il y a des peurs qui s'installent à toutes les étapes. Dans tout ce que tu as vécu là, il y a eu des étapes qu'il a fallu justement apprécier. C'est ce que je disais, parce que ça c'est une patiente qui me l'a amené, mais je pense que c'est vrai pour tout.
C'est que dans l'équitation, quand tu veux faire passer un cap... Ah, laquelle? C'est quand tu veux faire passer un cap à un cheval, tu le fais revenir dans sa zone de confort. Oui. Et non pas que je te considérais comme une jument, mais on aurait pu, c'est-à-dire que d'une certaine manière, dans l'idée, c'est revenir dans l'espace dans lequel tu te sens en sécurité, et ce qui est nécessaire de faire, parce que là, il a eu un temps où il a fallu que moi, je sois à distance de toi suffisamment importante pour que tu puisses te sentir suffisamment à l'aise pour, petit à petit, de toi-même, accepter que l'évolution se fasse. Donc, accepter de s'allonger sur la table, accepter d'allonger les jambes, accepter... Rien que quand tu le dis. Hein. Ouais, tout ce qu'il a fallu passer, c'est-à-dire accepter de me regarder, accepter de mettre les mains là où il fallait, accepter de repousser l'envahisseur. Tout ça, c'est des petites notions essentielles. Parce que, qui me crispe là quand on en parle. Hein. Parce que c'est une mémoire qui est encore présente. C'est quelque chose qui est en évolution, mais comme je te le disais, il y a une étape qu'on n'a pas fait aujourd'hui, parce que finalement, ça a été déjà tellement long d'apporter... de proposer cet exercice-là dans au moins l'objectif que j'avais pour toi, qu'il y a un deuxième temps à cet exercice-là qui n'est pas encore appréciable aujourd'hui. Mais nous allons donc prendre un rendez-vous, très cher Adrien, et je propose qu'on finisse ce podcast-là sur ça, et qu'on fasse un second podcast après la deuxième ça marche. Le rendez-vous. On pourra aussi mettre un teasing sur le langage émotionnel du corps, parce que on pourrait éventuellement réaborder ce thème-là. Oui, c'est ça. Parce que, alors après, on va être très honnête, quand on choisit des thèmes, c'est qu'au final, c'est une espèce de justification de la raison pour laquelle on fait ce podcast. Oui, parce qu'on aime trop. mais qu'au final, les sujets sont toujours plus ou moins interreliés. Oui. Donc peu importe le langage émotionnel du corps, on en a déjà parlé dans les autres podcasts, et pour autant, c'est pas pour ça qu'on avait abordé le sujet. Oui. Mais voilà, le langage émotionnel du corps... On trouvera un autre titre. Je pense que ce sera toujours plus ou moins lié au podcast qu'on va faire. Oui, en fait, ça pourrait être le titre constant. Bon, on discutera de ça en privé. Bon, j'ai l'impression qu'il faut juste que je dise d'accord à Sophie Aurore, ça marche comme ça. Non, Adrien. Elle me propose un truc, je dis oui, c'est tout ce qu'il faut. Prends la chaise, prends la chaise. Ah là là, non, mais je te dirais oui, Adrien. Quoi que non, maintenant je vais dire non aussi un petit peu. Je propose pas grand chose, alors du coup. Non, tu peux proposer. Non, parce que justement, le deuxième temps, c'est d'apprendre à accueillir. Donc, ce sera peut-être justement dire oui à des propositions d'autres personnes. Oui, ce qui va être dur pour moi. Bah voilà, super projet. Super projet. Rendez-vous au prochain podcast. Ciao. Ciao.